Bonjour, je voulais vous parler un peu de la solitude. Alors, il y a un problème de solitude parmi les surdoués. Je crois que la plupart des surdoués a ce problème. Et ce problème est ou paraît être en premier lieu lié à se montrer ou se cacher. Donc, on a ce problème que si on se montre et on est différent, qu'on aura des réactions négatives. Et c'est vrai, il y a de ces réactions négatives. On ne peut pas nier ça. En même temps, si on se cache, on ne peut jamais sortir de cette solitude parce que si on est caché, on ne peut pas rencontrer quelqu'un, pas réellement. Si on met un personnage devant nous et on joue toujours ce personnage, on est en sécurité en ce qui concerne des attaques sociales et des machins comme ça, mais on perd la possibilité de rentrer en contact avec des gens réellement, des gens comme nous, des gens avec qui on pourrait faire des liens. Et le problème, c'est que nous tous, nous faisons un peu ça. Donc tout le monde est un peu caché derrière son personnage. On a ce carton devant nous, et il y a un carton qui parle à l'autre carton, il n'y a pas de lien, et il y a cette solitude. Moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça aussi. J'ai passé peut-être 30 ans de ma vie en jouant avec ces cartons. J'en avais plusieurs, selon la situation. Des fois même, ça devenait difficile. J'avais par exemple un personnage en carton pour mes parents. J'avais un personnage en carton pour une petite bande d'amis qui n'étaient pas vraiment de bons amis, mais bon, c'était la bande avec laquelle je sortais, etc. J'avais un autre personnage en carton pour, par exemple, les collègues, etc. Des fois, ça se compliquait parce que, par exemple, je me rappelle une fois qu'il y avait mes amis, la bande de mes amis, mauvais amis, là, et mes parents. Et alors, j'étais un peu coincé avec mes personnages en carton parce que aux uns, je voulais montrer un, aux autres, je voulais montrer un autre, et ça n'allait pas ensemble. Même chose, bien sûr, avec les filles, avec tous les machins comme ça. En même temps, on sait très bien que ça mène nulle part. Tous ces personnages en carton, en même temps, on ne peut pas s'en défaire parce qu'on sent une nécessité de se protéger. Et cette nécessité est réelle, c'est vrai. Mais je crois que je peux donner quelques idées, quelques pistes pour changer ce jeu et prendre en compte cette nécessité de sécurité et de protection et en même temps donner la possibilité de réellement rentrer en contact. Alors comment ça marche ? Je crois qu'il y a deux grands principes là-dedans. Principe numéro 1, c'est, je ne sais pas très bien comment l'appeler, mais je dirais quelque chose comme honnêteté radicale interne. Donc les trois mots sont importants là. Honnêteté, radicale et interne. Je vais expliquer ça après. Le deuxième principe consiste en connaître les gens tels comme ils sont, savoir dans quelle mesure on projette et qu'on ne projette pas, les voir exactement comme ils sont, les accepter comme des données, pas comme des variables, mais des données, et puis se bouger dans le monde de telle façon. Donc armer un peu de ces deux choses, une honnêteté interne radicale, et voir les gens exactement comme ils sont, les accepter comme des données, et se bouger comme ça. Alors comment ça marche pour l'honnêteté interne radicale ? Là on entre un peu dans une vision de l'être humain que j'ai, qui n'est peut-être pas la plus courante. Et d'ailleurs, j'ai même écrit un petit livre là-dessus aussi, il est en vente aussi, mais j'ai jamais fait rien de publicité, rien de tout cela. Je crois que je n'ai jamais vendu ni un exemplaire. Et pourtant, il n'est pas très mal. Il est un peu spécial. Ça se présente un peu comme un livre pour enfants, on dirait. Donc, il y a des dessins que moi j'ai fait. Et c'est une histoire que j'ai appelée « Je, la mouche ». Et c'est l'histoire d'une mouche qui est au-dessus d'un éléphant et qui a deux poils de cet éléphant dans ses mains et qui, dans sa tête de la mouche, dirige l'éléphant. Bien sûr, en réalité, l'éléphant, il vit sa vie, il ne sent pas qu'il y a une mouche qui fait droite-gauche, etc. Et en fait, la mouche fait droite-gauche juste après le coup. Donc quand elle sent que l'éléphant va aller à droite, elle dit « à droite, éléphant ». Voilà. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien vers le petit livre ici en bas. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que cette vision que j'ai de l'être humain, où en fait la partie rationnelle,
je pourrais en parler pendant des heures, je crois, mais je vais essayer d'être très bref. La partie rationnelle, consciente rationnelle qu'on a de soi-même, est en fait comparée à tout le reste de l'être qu'on est et l'être autour de nous, qui sont un peu en plus interperméables. En réalité, c'est très difficile de dire où est justement la frontière entre l'un et l'autre. Et donc ce lien entre cette partie consciente rationnelle et tout le reste de notre être est en fait un peu comme cette mouche avec l'éléphant. Par contre, et c'est pour ça que j'ai appelé ce petit livre « Je, la mouche », on a tendance à s'identifier complètement avec cette mouche. Donc en gros, il y a une énorme complexité très vive qui suit ses propres règles, ses propres lois, qui n'a même pas tellement de lois, il y a beaucoup de chaos, mais il y a cause et effet, bien sûr, comme il y a dans tout, il y a là aussi. Tout ça, toute cette vie-là, est en train de mijoter, de bouger, de bouillonner et de suivre son cours. Et à côté de ça, il y a cette infiniment petite partie rationnelle consciente comme ça, qu'on appelle « je ». Je pense donc je suis. Pour moi, c'est cette mouche. Donc je ne suis pas très impressionné par Descartes, en fait. Et donc cette petite partie pense qu'elle dirige tout, pense qu'elle comprend tout et pense qu'elle peut expliquer tout. En fait, elle peut expliquer tout. Mais pourquoi elle peut expliquer tout? C'est un peu comme l'avocat de la mafia. Elle peut expliquer tout après coup. Alors il y a quelque chose qui passe, et puis la mouche l'explique. Et elle l'explique comment? Elle l'explique dans le sens qui convient, qui donne en premier lieu, le plus vite possible, un bien-être. L'esprit humain, cette partie de l'esprit humain, est complètement malléable. Et les faits se laissent bien tordre dans tous les sens, et si on est un peu habile avec ça, on explique tout. Le problème, c'est que ça ne nous aide pas. Ça n'aide à personne. C'est en fait un tas de conneries déliées de toute réalité. Et c'est ça, c'est dans ce tas de conneries qu'en fait on passe la majorité du temps de nos idées, de nos mémoires, de nos explications, de nos modèles sur le monde, etc. Alors ça a l'air de devenir un peu spirituel, philosophique comme ça. C'est pas ce que je cherche. Je trouve que les solutions des choses sont dans le concret et le réel. Mais il faut dire, je suis quelque part arrivé à tout cela, entre autres, par la méditation zen. Et je ne vais pas faire l'éloge de la méditation zen, mais dans mon cas, la méditation zen a vraiment été un outil, je veux dire, que au moment où j'ai commencé à bien l'utiliser, qui m'a beaucoup aidé à surpasser un peu cette identification avec cette petite partie du cerveau qui explique tout de la manière n'importe comment qui convient le plus. Surpasser un peu ça et je ne sais pas si m'identifier à le mot, mais un peu m'identifier avec le reste de moi et de la réalité. Alors je précise aussi que ça a été comme ça au moment où j'ai commencé à utiliser cet outil de la méditation de la bonne manière. Parce que j'ai commencé de la mauvaise manière pour renforcer la mouche. Mais de ça, je me suis rendu compte après pas mal de temps, après peut-être 3, 4, 5 ans. Et puis, en méditant même, je me suis rendu compte que c'était ça que j'étais en train de faire. Et ça c'était un premier moment de rompre une boîte en carton et de sortir un peu plus dans l'air. Et pour continuer ou pour terminer cette histoire de la méditation, parce que je ne vais pas aller trop loin là-dedans ici, en quoi ça consiste cette méditation zen? En fait, ça consiste simplement, mais rien d'autre, et c'est ça qui est un peu difficile justement, à s'asseoir et rien faire. Rien faire, ça veut aussi dire ne pas développer des rêveries, des idées, tout ça, on ne développe pas ça. Ne rien faire veut aussi dire on ne les coupe pas en deux au moment où ils arrivent. Oh, je pense à quelque chose, j'arrête. Non, ça c'est encore faire quelque chose. On ne fait rien. On ne fait rien et automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'on observe. Parce qu'on n'est pas tombé dans les pommes, on est là, on est conscient, on ne dort pas. Et donc, ce qui reste, c'est de l'observation. Pas plus, pas moins. Cette observation, elle vaut de l'or. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas du tout. Personne ne nous connaît, mais nous, on ne se connaît pas non plus du tout. Et en observant, simplement observant, petit à petit, on commence à se connaître. Alors, attention encore une fois, si on va être là en train d'observer pour se connaître, on est encore une fois en train de faire quelque chose
et la mouche est en train de faire son truc. Observer, c'est observer. Pas plus, pas moins, mais pas plus non plus. Voilà. Donc, toute cette histoire de méditation, entre parenthèses, je reviens à l'histoire de la solitude et des personnages en carton. Et une fois qu'on a ces observations de soi-même et qu'on a un peu cette nature d'observer qui commence petit à petit à se rendre active, un peu dans le fond, un peu tout le temps, alors on commence à se rendre compte de pourquoi on utilise ce personnage en carton. Et oui, on le sait en grande ligne, on sait que c'est un peu pour se protéger, etc. Mais là, il y a les détails qui surgissent. Et là, on peut commencer à faire un travail. C'est un peu, j'ai lu ça quelque part aussi, et c'est vrai, c'est un peu comme si on devient son propre psy. Il n'y a aucun psy, ni de loin, qui peut faire cela, ce qu'on peut faire à nous-mêmes une fois qu'on fait ça. Et là, on arrive à cette idée d'honnêteté radicale interne. L'honnêteté radicale interne, c'est en fait cette observation de laquelle je parle. Une honnête, simple observation où on dit « je m'en fous d'essayer de prouver quoi que ce soit, je m'en fous, je veux observer ce qui se passe. Je veux observer comment ce gars qui s'appelle moi, ce gars-là, comment, quand il va dans le monde, comment ça se fait qu'il fait ceci, qu'il fait ça, qu'est-ce qui passe internement en lui, en toute honnêteté. L'honnêteté radicale interne est absolument nécessaire pour pouvoir rompre cette solitude, parce qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi et quand et comment on a ce personnage en carton, et on va pouvoir, savoir faire la différence entre ce personnage et nous-mêmes, parce que des fois ça devient complètement chaotique. Qui suis-je? Je ne sais même pas. Et donc là, on va un peu entrer dans cela. Et d'ailleurs, la réponse à qui suis-je est une réponse qui, d'une milliseconde à la prochaine, est continuellement à répondre. Il n'y a pas une réponse paf une fois pour toutes. Et donc, on va pouvoir voir ce qu'on fait et, je dirais, choisir. Je ne crois pas trop non plus dans le choix libre, etc., autre histoire, mais on va dire superficiellement, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Et quand on fait un choix, on va avoir des émotions, on va les sentir, on va voir qu'est-ce qui est lié avec quoi, etc., etc. C'est un vaste, énorme domaine à explorer continuellement le reste de ta vie, en fait. Il y a des observations, il y a l'acceptation de ces observations, il y a l'intégration de tout ce qui a été observé. Et là, on devient un peu complet. Et simplement dit, si on n'a pas ça, moi personnellement, je ne vois pas comment on pourrait rompre la solitude. Je précise aussi que je parle de honnêteté radicale interne. Pas tout le monde autour de nous est gentil, est empathique, veut nous aider, veut du bien pour nous. On estime que 1% de la population est psychopathe. Ça veut dire que même dans votre quartier, il y en a plusieurs, dans votre boulot, il y en a plusieurs. Et puis, c'est une échelle de psychopathe complet à un peu psychopathe, à un peu moins psychopathe, etc. Puis, plein d'autres raisons pourquoi on ne peut pas se permettre tout simplement d'être radicalement honnête avec tout le monde, tout le temps. On ne peut pas faire ça, c'est la jungle. On va se faire bouffer. Mais, quand on est radicalement honnête à l'intérieur, on sait ce qui se passe. Et puis, on va aussi l'avoir plus facile de reconnaître la vraie personne qui est là, de l'autre côté. Et on va pouvoir reconnaître que c'est un psychopathe, et si c'est un psychopathe, on dit internement, je suis pas fou, je vais pas lui raconter ma vie, là. Je vais pas lui raconter ce que je pense vraiment, ce que je sens vraiment, parce que tout ce que je dis, il ou elle va l'utiliser pour me bouffer, pour abuser de moi. Mais on peut aussi reconnaître qu'on a quelqu'un vraiment gentil, empathique, etc. devant nous. Et là, dans les bonnes circonstances, quand c'est le bon moment, etc., au bon endroit, on peut faire un contact réel. Et comme on est internement honnête, il y a une personne réelle là, l'autre personne va être assoiffée d'une personne réelle, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et là, il y aura facilement un bon contact qui, avec le temps, peut s'étendre et s'approfondir. Et la deuxième chose de laquelle je parlais, c'était voir les gens comme ils sont et les accepter tels qu'ils sont. Je vais essayer d'être bref ici. Les mots-clés là-dedans sont quoi? Neurobiologie et neurodiversité, pour commencer. Dans la primaire, on sait tous que certains enfants sont vraiment nuls en certaines choses et bons en d'autres choses,
et vice-versa, etc. Il y a des enfants qui sont vraiment pas intelligents. Il y en a, c'est pas grave. Ils sont bons en plein de choses et s'ils sont même pas bons en rien du tout, c'est pas grave non plus. Ils valent vivre. Ils sont bien comme ils sont là, c'est bien, aucun problème. Puis, une fois adultes, c'est comme si on fait quelque part que tout le monde peut comprendre tout. Ça veut dire qu'on espère en fait de tout le monde de comprendre écologie, économie, dans des termes de justice sociale, de protéger à l'environnement, d'éviter le changement climatique. Ce sont en fait des thèmes extrêmement complexes. C'est comme si on dit « Ah, on va passer des émissions à la télé et on va les informer et on va les motiver un peu et ils vont tout comprendre. » Ça ne marche pas comme ça. De la même manière, l'empathie varie énormément entre individus et ça va de 100% à 0%. Littéralement 0%. Tout de même, on a cette tendance de quand même se dire « Oui, mais sûrement, il a de bonnes intentions. Oui, mais sûrement, elle n'a pas voulu dire ça comme ça. Oui, mais, et on s'explique cela. Peut-être des fois c'est vrai, on doit toujours calculer cette petite marge d'erreur qu'on a pu faire, peut-être. Mais il y a aussi vraiment des gros connards là, dehors, avec zéro empathie, beaucoup de désirs personnels qui sont prêts à passer par des cadavres. Et ce cadavre, ça peut être toi. Encore une fois, c'est pas grave. Il y a des loups, il y a des fourmis, il y a des moustiques, il y a de tout. C'est pas grave du tout. Mais si on va espérer des moustiques, que si gentiment on leur demande de s'il te plaît ne pas me piquer, ou si on les explique que c'est quand même un peu ennuyant et que s'ils pouvaient seulement piquer quand je ne suis pas endormi parce que ça me réveille et je ne peux pas me lever le jour après, ça ne va pas marcher, on sait ça très bien. En même temps, entre humains, quelque part, on reste dans cette dynamique de dire je vais expliquer, je vais demander, et ça va passer. Mais ça ne va pas se passer. Pas avec tout le monde, je dirais même plus, avec la majorité des gens, ça ne passera pas. Ils s'en foutent. Et c'est pas grave. C'est bien, c'est pas grave. Et si on n'espère pas de eux quelque chose duquel ils sont pas capables, il n'y a aucun problème. Mais il faut donc accepter ces autres tels qu'ils sont, les observer tels qu'ils sont, accepter ces observations. Un peu de science en neurobiologie, etc. peut aider. Un peu voir comment la génétique entre dans tout cela, ça peut aider aussi. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut aider. Et armé avec cette connaissance, cette observation et cette acceptation, on peut aller parmi les gens et on ne doit pas avoir peur de toujours se montrer ou toujours se cacher. Et là, on vient à cette neurodiversité. En fait, le problème de la solitude, c'est un total rejet de la neurodiversité. Parce qu'on a l'impression que soit on doit toujours se montrer, ou soit on doit toujours se cacher, et c'est ni l'un ni l'autre, parce que c'est un zoo là d'êtres humains, tous différents, mais il y a des trames de différence. Et on peut apprendre à reconnaître les trames d'empathie, d'intelligence, des choses comme ça. Il y a des trames, et on peut tester les gens un peu. Il ne faut pas se jeter ni dans se cacher complètement, toujours, tout le temps, ni dans se montrer complètement, toujours, tout le temps. On va moduler cela selon les gens qu'on a devant nous. Donc voilà, ce que moi je pense que sont des pistes, et je parle quand même un peu d'expérience, pour rompre la solitude. Dites-moi comment vous avez vécu la solitude jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous pensez de mes pistes, etc. Laissez des commentaires. Encore un super énorme merci aux gens qui mettent des likes et des machins et s'abonnent et tout ça et partagent. Vous êtes super génial, merci et à la prochaine.